Ok, eh bien on arrive à ta 5e stat du jour. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Grizzlies 2024? Alors, je sais pas si c'est vraiment une stat. Allez, on va prendre une stat qui va faire réagir la communauté du Basket Lab. 17 points par match. Ouais. Voilà, je suis sur les 17 points par match. Non, c'est par rapport à Gigi Jackson, du coup, c'est sa performance, entre guillemets, au scoring par rapport après le All-Star Game. Prestation qui lui a valu quand même d'être élu dans la seconde rookie team. Alors, Ouais. pourquoi j'ai pris cette stat-là? C'est simplement, encore une fois, un prétexte pour parler de Gigi Jackson. Mais c'est même pas son scoring, moi, qui m'a impressionné cette saison. Alors, il y a une notion de progression, puisque c'est quelqu'un qui est arrivé un peu à la Desmond Bane en tant que talent dépendant en début de saison, où c'était quelqu'un qui créait du spacing, hein, c'est-à-dire que voilà, c'était du catch and shoot, du catch and shoot, du catch and shoot, un peu de drive, et qui au fur et à mesure de la saison a développé un handle, a développé de l'attaque de close-out et a développé un jeu en pick and roll. Donc ça, c'était assez intéressant pour son développement. C'est quelqu'un qui aussi finit dans le 86e centile au pourcentage de 3 points non assistés. Pour un joueur de cette taille, c'est pas rien. Pour un joueur de cette taille, c'est pas rien. Et qui aussi, 80% de ses tirs au cercle ne sont pas assistés. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui arrive à driver, même s'il n'arrive pas à finir. Oui. C'est quelqu'un qui arrive à driver, même si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à finir, qui a flashé pas mal de polyvalence défensive. Alors, tu me diras à qui tu vas le comparer, mais par exemple, moi, j'ai revu pas mal de Kelly Oubre de Washington, en fait, dans Gigi Jackson. C'est-à-dire quelqu'un capable de prendre du volume, quelqu'un qui peut avoir de la polyvalence défensive, notamment sur le point d'attaque, qui permet d'avoir de la longueur, qui est assez mobile pour sa taille, mais un peu un trou noir avec très peu de passes et très peu de passing. Moi, il me fait penser à Alicia Johnson et Chandler Hutchinson. Alice Johnson? Ouais. Non, je plaisante. Le mec d'Indiana? Ouais, le mec, ouais. Non, la différence avec Kelly Oubre, et pour moi, c'est un point central, c'est que Oubre, il avait l'explosivité, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est un peu une de mes craintes avec Jay Jackson, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop ce pop, en fait. Il n'y a pas trop ce côté création de décalage, vivacité. Donc, c'est beaucoup sur la taille, beaucoup sur la longueur. Je vais sur mes spots, mais pas non plus c'est un rythme très lent, hein, grande taille, rythme lent, mais il n'y a pas non plus le toucher à la fin. Il n'y a pas le zip. Il y a ni la vivacité, ni le toucher de balle, la précision pure à la fin. Mais rappelle-nous d'où il sort, hein, c'est un choix du 2e tour de draft, c'est ça? C'est ça. Choix du 2e tour qui est pick en 48 de mémoire, qui a fait la fac de South Carolina. Je crois qu'il a été reclassé, qui devait être à la draft de cette année, mais qui s'est présenté à la draft de l'année dernière, alors qu'il avait fait une saison en tant que prospect qui était assez mauvaise. Donc il est descendu un petit peu partout. Memphis l'a récupéré en tout-way, et puis il a commencé à exploser. Notamment, on se souvient de son match pour le MLKD face aux Warriors, où on a du display, du shooting, on a du shooting, de la défense, et qui au fur et à mesure a réussi à se créer une place dans la rotation jusqu'à devenir un peu on va dire, cet espoir du projet de potentiel 5e starter. Ouais. Après, comment dire, il est très jeune encore, hein. Je crois qu'il a même pas 20 ans, hein. Il a 19 ans et quelques. Donc, 18 ans, il avait 18 ans, je crois, quand il était drafté. C'était le plus jeune joueur de la NBA l'an dernier. Tu vois, pour le coup, bon, il a eu plein de ballons, il en a fait pas mal de choses, mais je suis pas encore conquis par son attaque. Je me pose des questions parce que, comme dit, il y a un peu ce manque d'explosivité. Le shoot, je me pose la question à quel point il est bon ou pas. Et je veux même pas trop parler de certaines stats parce que l'échantillon est tellement faible. Mais bon, quelques indicateurs, on est plutôt sur un shooter moyen, ou enfin, il n'y a pas un truc d'élite qui se cache derrière, a priori. Donc pas trop de pop athlétique, pas trop de toucher de balle. Faut voir à quel point est-ce que la taille peut arriver à compenser, en fait, hein, juste jouer grand et aller sur mes spots, etc. Mais je suis pas totalement conquis par l'attaque, d'autant plus que c'est pas que le scoring. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de passing non plus. Non, pour le coup. C'est un peu Rui Hachimura-esque. C'est Rui Hachimura-esque. Et c'est pour ça que pour moi, on a affaire à un joueur très jeune, donc il peut encore bien se développer, effectivement. Mais sa carte à jouer, sans doute que à court terme, ce sera un peu plus la défense, non?
Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu vois, j'ai mentionné les points par match volontairement avant, mais comme je te disais, c'est vraiment le côté défensif où on a quelqu'un qui est capable de faire des lectures en second rideau, notamment par rapport à sa longueur. On a quelqu'un qui est capable aussi, tu vois, on l'a vu en mission chez Gilgeous Alexander, on l'a vu en mission sur Luka Doncic, donc qui est capable d'avoir ces assignements défensifs sur les ball handlers sur lesquels il faut mettre de la taille. Là où peut-être, tu vois, un Marcus Smart pourrait être trop petit. Ou même Vince Williams Jr., dont on n'a pas encore parlé, pourrait être trop petit. Oui, puis je crois qu'il a eu, comment dire, il y a un certain renouvellement à faire aussi au niveau de l'aile, parce que vous avez changé David Roddy, hein, qui est parti à Phoenix, je crois. C'est ça. Et pourquoi d'ailleurs David Roddy a été abandonné ce projet alors qu'il semblait important dans le projet? Parce que c'est l'ailier qui a eu le plus de minutes sous Taylor Jenkins par rapport aux autres, mais qu'il n'était pas assez bon et qu'il continuait à jouer. Donc je pense que le front office, le meilleur moyen pour que ton coach ne fasse pas un joueur que tu ne veux plus voir, c'est de le transférer. Ah, tu penses à un move du front office pour pas que le coach l'utilise? Voilà. D'accord, ok. Mais j'avoue que j'étais un peu surpris que ça jette l'éponge comme ça, alors qu'il avait l'air justement de jouer beaucoup, d'avoir sa place, etc. Donc un peu étonné, mais donc il y a eu l'émergence, comme tu dis, de J.J. Jackson. Et alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'autre, de Vince Williams Jr., dont on a parlé, je crois, dans l'hebdo. FD nous en avait parlé déjà, mais qui, lui, est, alors, pas non plus beaucoup plus de scoring, même peut-être un peu moins encore de scoring que J.J. Jackson, je trouve. Oui. Un profil très assisté, voilà, mais par contre, beaucoup plus playmaker défensif. Je trouve polyvalence défensive, protection au second rideau aussi, et surtout passeur un peu plus. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon type de joueur. Hein. Clairement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très fort sur la défense homme à homme. C'est un peu un joueur qui me rappelle, tu vois, le Aaron Nesmith de cette année. Ouais. Voilà, très fort sur la défense sur l'homme, assez bon dans la navigation des écrans, très bon aussi sur le rebond défensif, très très fort pour capter des rebonds en montant en transition. Il a ajouté, comme tu l'as dit, au fur et à mesure de l'année, un peu de manipulation des défenses et du passing. D'abord, j'ai fait un trade là-dessus sur ses capacités de création et la progression de sa vision de jeu. On a quelque chose qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un role player et qui est à peu près 40% à 3 points above the break. Donc ça, c'est assez intéressant qu'il soit aussi adroit dans cette zone du terrain parce que c'est la zone du terrain où les équipes peuvent le moins défendre le tir à 3 points. C'est-à-dire que c'est plus facile d'empêcher qu'un tir à 3 points arrive dans un coin qu'il arrive above the break. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir s'il pourra avoir du volume. Mais je trouve que c'est voilà un très bon role player, vraiment. Et qui, je pense que ce sera un role player dont on entendra parler dans les années à venir. Hein. Franchement, très, très sérieusement. Ouais. Non, mais il y a un peu ce combo défense plus passing, donc un peu un ailier défensif passeur. Oui. Ce qu'aurait dû être Troy Brown Jr., mais on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. mais avec un peu de shoot aussi, parce que comme tu dis, 38% à 3 points, et en NCAA déjà 37 à l'époque, donc si ça peut tenir, ça peut être cool. Oui. Parce que c'est vrai qu'après, de l'autre côté, on a quand même affaire à un joueur qui est assez vieux, beaucoup plus vieux que Jackson, hein, pour le coup. Lui, il a 23 ans déjà, un peu plus de 23 ans. Vieux, alors tout est relatif, hein, évidemment. Mais vieux déjà en termes de développement. Et puis, c'est vrai que au-delà de ça, si le shoot rentre pas, c'est compliqué parce que je trouve que voilà, il n'y a pas d'explosivité du tout, le dribble suspect, le toucher de balle un peu suspect aussi, beaucoup de turnover aussi, alors pas que sur le passing, mais aussi un turnover de perte de balle. J'ai calculé, je me suis amusé, plus de 15% d'usage et plus de 1000 minutes NBA, il y a 179 joueurs NBA, et en termes de turnover, au classement des turnovers sur ces 179 qui ont un peu de responsabilité, il est 173e. Oui, donc voilà, il y a du déchet. il y a un peu de déchet. Pareil au niveau des drives. Hein. Parmi les drivers avec plus de 5 drives par match, il est 114e sur 123 à l'efficacité. Donc pas de drive non plus, mais par contre, comme dit, il y a un peu de shoot, plus du passing qui est intéressant, quoi. Je trouve un peu de driving kick, un peu de pick and roll. Il peut un peu tenir la balle en tant que meneur, remonter la balle, trouver les joueurs en sortie d'écran, un peu d'attaque de close out, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'on a en fait un ratio de playmaking, encore une fois, donc à quel point est-ce que le joueur distribue la balle par rapport à son nombre de ballons, qui est de 1,07. C'est un très bon chiffre pour vous dire, parce que c'est au niveau de Podziemski, de Garland, de Austin Reeves, de Kate Cunningham, etc., quoi. Donc en termes de à quel point je fais des tirs versus à quel point je fais des passes, on a affaire à un profil qui est assez distributeur. C'est peut-être aussi parce que cette année il a eu pas mal de ballons et de chances de distribuer de jeu, mais je trouve que au final, même si on n'a pas beaucoup de création dans une équipe d'élite, enfin s'il n'est pas utilisé en tant que créateur l'an prochain dans une équipe qui est beaucoup plus d'élite avec Ja Morant, etc.,
ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de défenseur, mais défenseur un peu intelligent, quoi. Défenseur un peu 3&D, mais aussi avec un peu de passing, et donc ce fameux profil de connecteur dont on a parlé assez souvent, quoi. Connecteur et 3&D moderne, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.